Bien, bonjour à tous. Compte tenu des chouettes présentations que nous avons eues de par la richesse de leur contenu et des approches pédagogiques variées, vous pensez bien que je devais me trouver un moyen de faire une approche différente pour la présentation de mon concept psychopédagogique. En procédant de cette manière, j'espère atteindre 3 objectifs. Premièrement, tenter d'apporter une réponse à cette question qui revient souvent de la part de Monsieur Philippe Carré, qui est « Mais quel ton accorde-t-on ou donne-t-on pour permettre les apprentissages ?» Ensuite, j'espère que ça vous laissera le temps de faire des liens avec vos propres expériences et les concepts psychopédagogiques que vous aurez étudiés. Enfin, j'espère que vous pourrez vous immerger plus rapidement le jour de la présentation, dont l'objectif durant cette heure sera pour moi de renforcer et ancrer plus profondément l'apprentissage que vous aurez pu faire et, par la même occasion, apporter des éclaircissements aux questions que cette vidéo pourrait susciter. Au départ, je devais uniquement vous présenter les buts d'apprentissage et les buts de performance. Cependant, il m'a semblé qu'aborder ce concept isolément pouvait être dommage. En effet, j'ai trouvé plus pertinent de les resituer dans un contexte plus global. L'objectif général de cette vidéo est que vous puissiez appréhender différents concepts d'implication et de but pour un individu. Les objectifs secondaires de cette vidéo sont que vous puissiez vous faire une première représentation de ce que sont les concepts d'implication par l'ego et d'implication pour la tâche, les buts d'apprentissage et les buts de performance, l'approche de la performance et les buts d'évitement de l'échec. Concept d'implication de l'ego ou d'implication par la tâche. Voyons en premier lieu l'implication de l'ego. Des études montrent que les personnes sont impliquées par l'ego dans les situations où la performance des autres est rendue visible ou lorsque la personne est invitée à évaluer des compétences, que ce soit les siennes ou celles des autres. Cela implique que pour la réalisation d'une tâche, une personne qui devra fournir plus d'efforts sera jugée moins performante, donc moins compétente que la personne qui fournira moins d'efforts. Prenons par exemple la réalisation d'un exercice de mathématiques par 2 personnes. Une personne qui fournira moins d'efforts pour réaliser l'exercice sera jugée plus performante, donc plus compétente que celle qui aura dû fournir plus d'efforts. A l'inverse, si aucune performance de référence n'est indiquée, exemple si la personne est face à un exercice de mathématiques et qu'elle est seule à le réaliser, eh bien il devient difficile pour elle de savoir si la performance est liée à la difficulté de l'exercice ou si elle est liée à l'effort investi dans cet exercice. Au travers des expériences, on note également que dans les situations impliquées par l'ego, les sentiments d'embarras et de honte sont élevés lorsqu'ils sont associés à une faible compétence. Exemple, si je suis jugé incompétent pour la réalisation de l'exercice de mathématiques, je pourrais avoir un sentiment d'embarras et de honte. En revanche, toujours dans la même situation, si ces personnes expriment avoir fait peu d'efforts, eh bien, ce sentiment de culpabilité devient faible. Ainsi, la personne protège l'estime qu'elle a d'elle-même. Voyons maintenant l'implication pour la tâche. La deuxième forme d'implication est celle où la personne s'implique pour la tâche elle-même. Dans ce cas, l'objectif de la personne est simplement de gagner en compétence sur la tâche. Dans cette optique, l'effort permet à la personne de progresser dans la maîtrise de la tâche. Ainsi, lorsque la personne est investie pour la tâche, l'effort et la capacité se retrouvent directement liés. Autrement dit, l'effort est conçu comme le moyen d'en apprendre plus sur la tâche. Un effort important se retrouve donc être le signe d'un gain de compétence alors qu'un effort minime est apparenté à une faible augmentation de capacité. Ainsi, lorsque la personne est impliquée pour la tâche, un effort important est accompagné par un sentiment de fierté
et une grande perception de compétence. Passons à présent au but d'apprentissage et au but de performance. C'est en 1988 que, selon Carol Dweck et Ellen Leggett, les personnes qui s'engagent dans la réalisation d'une activité vont suivre soit un but d'apprentissage, soit un but de performance. Les personnes qui s'engagent dans un but de performance cherchent avant tout à faire évaluer leurs compétences. Pour ces personnes qui poursuivent ce but, la comparaison sociale joue un rôle déterminant. Elles cherchent généralement à montrer ou à se prouver leurs compétences car elles sont centrées sur leur propre valorisation. L'objectif est d'obtenir des jugements favorables sur leurs compétences. Pour ces gens, avoir appris ou progressé ne suffit pas pour se sentir compétent. Il importe avant tout qu'elles sachent où elles se situent par rapport aux autres. Ce qui signifie qu'être compétent, c'est faire mieux que les autres. Carol Dweck parle de personnes à l'état d'esprit ou à l'intelligence dite fixiste. En revanche, toujours selon Carol Dweck, les individus qui poursuivent un but d'apprentissage ont une conception incrémentale de l'intelligence, c'est-à-dire qu'ils cherchent avant tout la meilleure approche pour maîtriser les activités, même celles qui leur posent problème. En effet, en cas d'échec, ils vont en tirer les conséquences en identifiant les raisons pour lesquelles ils ont échoué. Ces raisons peuvent être par exemple soit un manque d'effort ou encore déficience stratégique. Dans le but d'apprentissage, l'objectif de l'individu sera donc de gagner et de monter en compétence en cherchant à remédier aux causes de l'échec durant les prochaines tentatives. Ce qui implique et montre que chez ces individus, l'échec n'est pas un manque de compétences irrémédiables. On peut faire ici un parallèle avec l'implication de l'ego et l'implication pour la tâche. C'est-à-dire qu'ici, l'implication par l'ego est équivalent au but de performance, tandis que l'implication pour l'activité se retrouve parfaitement dans le cadre du but d'apprentissage. Cependant, les théories ont des origines différentes. En effet, les travaux de Carol Dweck ont porté sur la résignation apprise. Elle a fait une expérience dans laquelle elle a amené des enfants résignés à attribuer leur échec à un manque d'effort. Cette attribution a conduit les enfants vers une plus grande persistance dans l'effort et également à avoir de meilleures performances. Par la suite, ces différents travaux ont montré que parmi les personnes qui suivaient un but de performance, seules celles qui avaient une mauvaise perception de leurs capacités attribuaient leur échec à un manque de compétences. Par ailleurs, les enfants ayant une perception forte de leurs compétences n'attribuaient pas leur échec à un manque de capacité, mais plutôt à un manque de réflexion de leur part, d'effort ou encore de malchance, soit autant de facteurs qu'ils auraient tendance à tenter de maîtriser par la suite. Ainsi, pour Carol Dweck et Ellen Leggett, si, dans un but de performance, une personne a une bonne perception de ses capacités, il est possible de prédire que le comportement de cette dernière s'oriente vers la maîtrise de la tâche et ainsi avoir une plus grande persistance face à l'échec en vue de viser le challenge. Si nous devions faire un premier résumé du but d'apprentissage et du but de performance, nous pourrions voir que les personnes qui vont chercher à maîtriser la tâche sont toutes celles qui poursuivent un but d'apprentissage et celles qui poursuivent un but de performance avec une perception forte de leurs compétences. Quant à celles qui poursuivent un but de performance en mésestimant leurs capacités, en cas d'échec, il y a une forte chance pour qu'elles se résignent. Passons à présent au concept de but d'approche de la performance et but d'évitement de l'échec. En 1996, Elliott et Arakiewicz soutiennent qu'il n'existe non pas un, mais deux buts de performance. Un but d'approche de la performance qui postule l'existence d'une motivation d'attirance de la réussite
et un but d'évitement de l'échec qui serait une motivation d'évitement de l'échec. Le but d'approche de la performance et le but d'apprentissage se veulent avoir en commun la promesse d'un résultat positif. À l'inverse, l'évitement de l'échec se focalise sur le résultat négatif potentiel. Cette forme de régulation implique des processus d'autoprotection qui vont empêcher la personne de s'orienter vers l'accomplissement de la tâche. Le but d'évitement de l'échec serait à même de conduire la personne à la résignation, contrairement au but d'approche de la performance et au but d'apprentissage. Le but d'apprentissage, le but de performance, le but d'approche de la performance et le but d'évitement de l'échec sont les buts que nous venons de voir. Un parallèle peut être fait entre ces buts avec la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Voyons cela. Les buts de performance peuvent être vus comme des motivations extrinsèques, alors que les buts d'apprentissage peuvent être vus comme des motivations intrinsèques. Cependant, on observera que seul le but d'évitement de l'échec a des résultats négatifs sur la motivation intrinsèque. On peut également noter que les buts d'approche de la performance et d'apprentissage présentent les mêmes résultats bénéfiques sur la motivation intrinsèque. Pour résumer l'ensemble de cette vidéo, nous pouvons regrouper d'un côté les concepts vus comme des freins au développement des apprentissages et de l'autre les concepts propices au développement des apprentissages. Reprenons les concepts à considérer comme des freins. L'implication de l'ego, le but de performance avec une perception faible de ses compétences et le but d'évitement de l'échec. Et maintenant, les concepts propices au développement des apprentissages, l'implication pour la tâche, le but d'apprentissage, le but de performance avec une perception forte de ses compétences et le but d'approche de la performance. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura aidé à comprendre les concepts d'implication et de but. Je vous invite à présent à noter les points qui ne vous paraissent pas clairs afin que nous puissions les revoir ensemble durant notre prochaine séance et enfin, noter les expériences vécues ou des rapprochements que vous êtes en mesure de faire avec les concepts que vous avez étudiés pour que nous puissions en discuter ensemble et que cela soit profitable à tous. Merci pour votre attention et on se dit à vendredi 17 avril. Au revoir.